Aujourd'hui, les crypto-monnaies et la finance décentralisée, c'est un bon, il y a un bon, ça a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que ça attire et ça accapare les échanges Ouais, autour de la blockchain et parfois ça pollue un peu parce que on a l'impression qu'il n'y a que ça. ouais, Et d'autre part, bah, ça a du bon parce que ça fait quand même attirer du monde et ouais. c'est un pas d'entrée dans l'écosystème de la blockchain et ça permet de se pencher et d'essayer de comprendre cette technologie par cette porte d'entrée-là. Donc après, il faut être lucide, toute porte d'entrée vers l'écosystème blockchain est un pas en avant. Ok, bien, en tout Alors, bah, cas, merci à toi je t'en d'avoir prie. accepté et voilà, cette interview. Voilà. Et je t'ai découvert sur le podcast c'était Rare Birds Ouais. de Joan Hamilton. Très intéressant. Je pense que je vais mettre le lien dans la description pour ceux voilà, qui comprennent l'anglais. Ils doivent aller écouter. C'était vraiment intéressant. Mais déjà, je vais te laisser te présenter. Qui tu es, ton background et surtout comment tu découvres le monde de la blockchain. Voilà, donc je laisse la parole pour ça. D'accord, super. Eh ben, écoute, Tarek Kamoun, donc pour ma part, je suis franco-tunisien ou tuniso-français, plutôt dans ce Ok. sens-là. J'ai grandi en Tunisie, j'ai fait mes études jusqu'à mon bac et ensuite j'ai poursuivi mes études d'ingénieur en France Mhm. et où je me suis orienté directement vers l'ingénierie plutôt informatique. Donc, je suis plutôt Ok. informaticien de profil. J'ai toujours été passionné par l'informatique depuis que j'étais petit. Donc, c'était la voie naturelle pour moi. Après mon diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai rejoint un cabinet de conseil en IT, donc en management et système d'information, donc plutôt autour des technologies de l'information, qui était à Paris d'ailleurs. Mes études, je les ai fait à Rennes. Et ensuite, dans ce cabinet de conseil, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil en innovation digitale, donc en architecture des systèmes d'information et innovation digitale. Et disons que, pour faire assez simple, pendant toutes ces années, mon métier, ça a été de m'intéresser aux nouvelles technologies, Mhm. d'expliquer aux populations un peu plus métiers des entreprises ce qu'apportent ces nouvelles technologies, les nouveaux usages qu'elles sont capables de développer, soit l'amélioration des processus ou des expériences utilisateurs actuelles, ou alors les nouveaux usages qu'elles sont capables de développer grâce aux technologies. Et Ouais. d'un autre côté, c'était d'expliquer aux populations plus IT, plus techniques, Mhm. l'impact de ces nouvelles technologies dans les systèmes d'information. Ce qui est Mhm. toujours, ça a toujours été une dualité des métiers qui veulent s'approprier des nouvelles technologies, qui veulent aller vite, et des populations plus IT dans les Mhm. directions des systèmes d'information qui veulent garder de la stabilité et qui ont peur des nouveautés parce qu'elles vont venir déstabiliser ce qu'elles ont mis pendant des années à mettre en place et à solidifier. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai toujours été à cette croisée-là, une casquette un peu plus, on va dire, innovation digitale et qui peut aller très technique et capable de parler métier également. Mhm. Bah, en fait, au fil des années, à suivre ces innovations technologiques, on va dire à peu près vers 2015. Ça faisait déjà 5 ans, voire même 6 ans que le Bitcoin était en place, mais ça commençait à progressivement faire du bruit, et surtout que 2015 est l'année assez charnière avec Ethereum qui a ouvert des nouvelles perspectives. Je ne me suis pas passionné initialement pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais je suivais ça de très loin. Mhm. Et puis, il commençait à avoir beaucoup d'agitation. Et là, je me suis dit, tiens, cette innovation technologique-là, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que s'il y a autant d'agitation qui se crée, c'est qu'il y a quelque chose.
Donc, j'ai commencé à m'y intéresser, sauf qu'au départ, moi, je travaillais dans un grand cabinet de conseil. Donc, le discours était souvent très orienté pour les grandes entreprises. Et très rapidement, au bout de quelques mois, c'était non, cette technologie, en fait, elle ira nulle part. C'est plus, c'était assez, oui, la blockchain, ça sert à rien, ou c'est une tendance éphémère, et les gens ne discernaient pas son potentiel. Et c'est la technologie du Bitcoin et les crypto-monnaies, ça sert à rien, et de toute façon, on peut pas en faire grand-chose. Il a fallu un petit peu de temps, mais en même temps, les nouveaux usages se sont ouverts à partir de 2015, donc il a fallu un petit peu de temps, mais j'ai commencé sur ça, en tout cas, avec un peu plus d'intérêt et à me passionner vers vers ces nouveaux usages et comment finalement cette technologie commençait à apporter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de collaborer. Et c'est surtout à partir du moment où voilà, la réflexion tournée sur les nouveaux modèles de collaboration que ça m'a vraiment, ça a commencé à m'envoûter, on va dire, et ça a pris de la proportion au fil des années jusqu'à ce que je décide finalement de m'y consacrer totalement en créant ma startup spécialisée dans cette technologie. Ok. On va parler de ta startup, mais déjà, tu dis 2015, tu entends parler de Bitcoin, de la blockchain, et en ce moment, les gens, ils ne sont pas. C'est comme ce que Idriss Aberkan dit, c'est ridicule, à savoir nulle part, ça ne sert à rien, et tout comme ça. Et toi, à ce moment, comment tu te positionnes par rapport à cette technologie-là? Non, je suis méfiant un petit peu, mais en même temps, en fait, à ce moment-là, on s'est dit c'est un peu la technologie poussée par une communauté un peu révolutionnaire. Et donc, tant que la communauté est encore petite, donc on la néglige. Et quand elle commence à faire plus de bruit, ou en tout cas à s'inscrire dans le temps, on commence à lui accorder de l'intérêt. Et c'est ce qui se passait. Donc, je me suis dit, c'est intéressant. Il y a un agitateur dans l'écosystème technologique, alors qu'à ce moment-là, on n'arrêtait pas de parler que de big data et d'intelligence artificielle. Commençait un peu trop à rabâcher un peu trop là-dessus. Il n'y avait rien d'autre qui venait agiter un peu l'écosystème. Et là, il y avait quelque chose de plus intéressant, d'un peu plus mystérieux en fait. Toutes les autres technologies étaient assez simples à comprendre et elles étaient très vite adoptées. Celle-ci, elle a gardé une part de mystère. Et généralement, une technologie, quand elle arrive, une nouvelle technologie, les gens la comprennent très vite et commencent à l'adopter. Celle-ci, les gens ne l'ont pas compris vite et n'ont pas commencé à l'adopter vite. Et donc, ça a vraiment créé un aspect un peu mystérieux qui a suscité, en tout cas moi, mon intérêt. Donc, du coup, tu quittes la grosse boîte qui est en France. C'était en quelle année tu quittes cette entreprise? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai quitté en 2018. En fait, pendant quelques années, j'ai fait un peu les deux en parallèle. C'est-à-dire que je suis resté suivre et comprendre la technologie et ses évolutions jusqu'à ensuite passer à une phase où j'ai commencé à réfléchir à mon nouveau projet professionnel que je pourrais avoir avec cette technologie. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Je n'ai pas fait le saut directement. Et puis ensuite, j'ai commencé à lancer mon projet. Et puis quand les deux n'étaient plus gérables en parallèle et que l'envie avait aussi complètement basculé de l'autre côté, voilà, j'ai pris la décision de m'y consacrer et de quitter effectivement le cabinet de conseil dans lequel j'étais. Ouais, et tu crées Cadelis, c'est comme ça on dit, Cadelis? Cadelis, exactement. Donc, Cadelis, c'est quoi Cadelis? Alors, Cadelis, c'est une start-up du coup qui est spécialisée dans les technologies blockchain et qui offre un accompagnement de bout en bout pour appréhender ces technologies et réussir à innover et créer de la valeur. Et l'accompagnement de bout en bout, il se traduit par le fait qu'on commence en amont avec de la formation et de l'acculturation autour des technologies blockchain pour aller jusqu'à l'autre bout, qui est celui du développement d'applications qui embarquent cette technologie. Et j'insiste beaucoup sur cet accompagnement de bout en bout parce qu'on s'est beaucoup rendu compte que sans acculturation au départ, beaucoup de nos interlocuteurs n'identifient pas le potentiel
que la technologie peut apporter. Et en fait, si on reste attendre des idées, parfois, il faut aller les susciter, en tout cas éclairer les personnes avec qui on interagit sur certaines opportunités qu'ils pourraient exploiter grâce à la technologie. Donc c'est comme ça qu'a démarré effectivement Cadelis, avec vraiment une spécialisation très technologique autour de la blockchain. Et puis après, petit à petit, on a eu aussi effectivement envie comme toute startup, de lancer une initiative plus produit, donc un développement de solutions qui est venu se greffer dans notre parcours un petit peu par la suite, quelques mois après le lancement. Et une chose à savoir sur Cadelis, donc c'est une startup qui est tuniso-française, et on a une bonne partie de mon équipe qui est basée en Tunisie, et ça c'est plus un projet plus, on va dire, personnel, qui était après avoir passé 50% de ma vie en Tunisie, puis après 50 autres pourcents en France, de poursuivre le reste en étant partagé entre les deux pour garder cet équilibre de 50%, 50%. Ouais. OK, super. Donc, en fait, je suppose que je suis une entreprise qui veut profiter de la blockchain et je ne sais pas comment je fais. Je m'approche de Cadelis et c'est comme ça, en fait, c'est le type d'entreprise que vous cherchez, c'est ça? Oui, alors on a des personnes, on a effectivement ceux qui on va dire, sont dans un état d'esprit où ils se disent, j'ai envie d'exploiter le potentiel de cette technologie, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas est-ce qu'elle peut avoir une utilité dans mon contexte ou pas. Dans ce cas-là, ça, c'est une catégorie de clients qui viennent nous voir. Et dans ce cas-là, on démarre généralement avec une démarche très pragmatique, c'est-à-dire une journée d'initiation à la blockchain où on raconte toute l'histoire de comment ça a commencé la technologie avec le Bitcoin jusqu'à ces dernières évolutions, parce qu'on considère que c'est très important de comprendre cette philosophie et qu'ils comprennent que ça a commencé avec les cryptos. Et que ensuite ça a ouvert plein d'autres perspectives jusqu'à arriver aujourd'hui à la finance décentralisée, mais certains pensent que ça a commencé avec les cryptos et qu'aujourd'hui c'est arrivé à la finance décentralisée et qu'entre les deux, c'est resté crypto, 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 crypto. Donc on essaye d'expliquer la tendance, l'évolution de la technologie, de la philosophie, la token économie, mais qu'il y a aussi d'autres cas d'usage autour de la notarisation qui ne mettent pas en jeu des cryptos. Donc on explique vraiment toute la philosophie de la technologie du début jusqu'à ce jour, les cas d'usage qui ont pu être qui ont vu le jour entre-temps dans les différents secteurs pour que les personnes commencent à mieux comprendre comment la technologie fonctionne, comment elle est apparue et qu'est-ce qu'elle a permis. Ce qui permet à la fin de ce genre de journée aux personnes à qui on fait l'initiation de commencer déjà à se projeter et à se poser des questions et se dire, tiens, moi, dans mon écosystème, dans mon entreprise, dans mon entourage, est-ce que je suis capable de commencer à identifier des choses? À partir de ce moment-là, on commence un peu à tirer finalement la pelote de laine, comme on dit. Généralement, ça, c'est un peu la première journée. Et ensuite, on leur laisse un petit peu de temps, généralement 2 semaines, parce qu'après, ça devient trop long. On perd trop d'informations. On leur laisse à peu près 2 semaines. On leur dit, vous allez cogiter, vous allez identifier des cas d'usage. Et il n'y a jamais de mauvais cas d'usage. C'est vraiment un exercice très expérimental. Vous allez identifier des cas d'usage et on se retrouve dans un workshop où vous allez me partager finalement votre travail de brainstorming en solitaire, chacun de son côté. On va tout assembler et on va les passer en revue. Et à ce moment-là, effectivement, on challenge. On dit, ça, c'était bien pensé, mais pour ça, la blockchain, en fait, elle n'est pas utile. Parfois, c'est juste une solution digitale traditionnelle, juste une problématique de digitalisation qui répond. Et parfois, on tombe sur des cas d'usage qui sont intéressants. Et effectivement, on essaye nous aussi d'en amener en ayant fait un peu un tour d'horizon de ce qui se fait dans leur secteur ailleurs pour leur donner aussi un peu d'idées et du grain à moudre. Et après, on avance dans cette démarche où on essaie d'affiner des cas d'usage jusqu'à arriver à quelque chose qui a vraiment de la valeur et pour lequel on a envie d'aller dans l'expérimentation.
OK. Là, peut-être, ça, c'est quand quelqu'un n'a pas, bon, une entreprise n'a pas vraiment d'idée sur ce qu'elle veut faire. Donc, c'est un processus peut-être qui est un peu plus long. Mais supposons qu'il y a une jeune startup à quelque part Oui. qui sait ce qu'elle veut, qui a juste besoin d'un accompagnement. L'idée est claire et c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez accompagner et comment ça peut se faire? Alors, effectivement, ça, c'est un peu la deuxième catégorie de clients qui arrivent avec. Soit ils arrivent c'est souvent des startups qui arrivent avec les idées déjà bien ficelées. Oui. C'est plutôt rare, mais il y en a. Ils arrivent avec les idées déjà bien ficelées, en ayant déjà écrit un peu presque leur équivalent de livre blanc, une sorte de cahier des charges. Et là, c'est vraiment rare où tout soit bien ficelé. Et dans ce cas-là, bah, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va intervenir vraiment sur de l'implémentation directe. Ouais. C'est comme si on avait les plans d'une maison et qu'il fallait plus il n'y avait plus qu'à la construire. Ouais, ouais. Mais c'est assez rare dans le sens où généralement on est un peu entre les deux. On reçoit une idée ou un début de descriptif de projet Ouais. et on va nous intervenir directement un peu dans le challenge. Essayer de comprendre l'origine de l'idée pour essayer un peu de l'enrichir, de faire de la co-construction là-dessus. Mhm. Ensuite, on va accompagner à faire les bons choix technologiques parce que mine de rien, c'est un écosystème qui est encore très dynamique. Ouais, ouais. Et dans l'IT, de manière générale, là, c'est rare hein, avec la blockchain. C'est vraiment généralement toutes les autres solutions technologiques, toutes les autres innovations. Il y a toujours eu un cycle où il y a les solutions prolifèrent, puis ensuite ça se rationalise. C'est-à-dire que des grands mangent des plus petits et il ne reste plus que deux, trois Ouais, ouais. types de solutions. Ça a été comme ça pour les solutions de gestion de base de données, et ça a été comme ça pour plein d'autres technologies. Là, pour la blockchain, on est encore dans une prolifération. Hein. Il y a des solutions blockchain, des plateformes qui sortent encore tous les mois. Mais en tout cas, on essaye à un instant T, quand on reçoit un besoin, de faire le bon choix technologique, de dire, OK, on va aller sur telle plateforme blockchain, sur tel modèle d'architecture, tout en sachant que personne ne peut vraiment prédire ce que sera l'écosystème technologique dans quelques années, mais il faut savoir faire des choix qui se veulent évolutifs et Ouais, qui ne rendent pas dépendants d'une technologie. C'est ça le plus important. ouais, ouais, ouais. Donc Donc, voilà, on travaille ensuite à faire des choix technologiques les plus pertinents d'architecture pour que la conception, à dire, de l'application ou du produit que le client souhaite soit prête à être implémentée. ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, je suppose que la majorité, bon, une grande partie de vos clients, ce sont des gens qui ne savent pas trop c'est quoi la blockchain et tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec la transformation digitale? Est-ce que tu vois pas qu'il y a un souci à ce niveau? Alors, il y en a un. Alors, le souci que je vois parfois, c'est que certains pensent que c'est quand ils se trompent dans le sens où ils pensent que la blockchain va répondre à une problématique, mais que finalement, c'était juste une solution, c'était juste une problématique de digitalisation et que la Mhm. blockchain n'a rien à faire finalement là-dedans et que c'est des personnes qui ont pris une approche très bottom-up, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la technologie pour répondre à un besoin métier et ils ne sont pas partis d'un vrai besoin métier pour trouver quelle est la solution technologique qui y répond. Donc oui, en fait, la blockchain est une technologie parmi d'autres, qui d'ailleurs s'assemble avec d'autres, pour Mhm. s'inscrire dans le cadre d'une transformation digitale. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, ok, ok. Et on va parler du produit d'ailleurs que vous avez lancé parce que vous ne faites pas seulement que de l'accompagnement, maintenant vous commencez voilà, à produire d'autres services. Et c'est Paylist, je pense. Paylist, Exactement. voilà, parle un peu de Paylist, c'est quoi exactement? Alors, Paylis, c'est une idée de produit qui est partie parce qu'on est très sensible à la cause de l'inclusion financière et on sait beaucoup, c'est aussi l'avantage d'être en Tunisie et donc de voir, d'être dans un écosystème africain, parce que c'est pas l'inclusion financière, c'est pas forcément une problématique qu'on rencontre en France ou en Europe. Ouais. En fait, on est très sensible à cette cause-là et à la cause de la finance digitale pour la finance digitale inclusive. On s'est Mhm. beaucoup intéressé aussi au secteur de la microfinance par conséquent.
Et on s'est dit, bah, tiens, on a vu cette problématique de digitalisation autour des paiements et surtout dans le secteur de la microfinance. On sait que c'est un manque aujourd'hui. Et on a souhaité essayer de rendre cette technologie blockchain finalement appréhendable et utilisable par des institutions de microfinance, qui sont des institutions financières, mais qui ne disposent pas des mêmes ressources que les banques et qui ne sont pas aussi à l'aise que les grandes institutions financières. Donc, on voulait les doter de cette technologie pour pouvoir améliorer leur efficacité. C'est de là qu'est née la solution Paylis. Paylis, c'est une plateforme de digitalisation de services financiers sur mobile qui permet à une institution de microfinance d'améliorer l'accessibilité et l'inclusivité de ses services financiers. Concrètement, c'est une plateforme de digitalisation de services financiers qui s'appuie sur la technologie blockchain pour en fait, permettre à une institution de microfinance d'offrir son application mobile à ses agents et à ses clients pour qu'ils puissent payer de manière digitale leurs échéances de crédit, faire une demande de crédit. L'institution de microfinance, grâce à cette plateforme digitale et la technologie blockchain, elle est capable de gérer son propre wallet dans son réseau. Donc finalement, c'est vraiment une utilisation privée. Ça peut être un groupement d'institutions de microfinance qui mettent en place la blockchain entre eux. Ça peut avoir du sens également. Mais l'idée, c'est d'être capable de profiter de cette capacité digitale qu'offre la technologie blockchain par défaut, qui est de gérer une crypto-monnaie qui peut être un stablecoin et d'offrir un wallet facilement à ses utilisateurs. Donc, nous, on a leveragé là-dessus pour embarquer ça dans une application mobile qui permet à l'institution de gérer son wallet au sein de son écosystème, ce qui évite d'avoir à faire des partenariats avec, par exemple, des opérateurs de mobile money qui appliquent des frais. Et ces frais, bah, au final, ils s'appliquent à qui? Ils s'appliquent au client final qui est l'emprunteur et qui est généralement non bancarisé. Donc, toute économie qui peut être faite à ce stade sera positive sur l'inclusion financière, bien évidemment. Donc, on s'appuie sur la technologie blockchain pour ça. On s'appuie également sur la technologie blockchain pour assurer la traçabilité des transactions dans ce réseau. Et on sait que ce sont des institutions qui reçoivent souvent des subventions ou des fonds de la part d'organismes d'ONG ou d'organismes gouvernementaux. Et la technologie va permettre d'assurer cette traçabilité. Qu'est-ce que le fonds ou le don que j'ai reçu en tant qu'institution de microfinance? Comment je vais prouver à mes organismes ou à mes bailleurs de fonds qu'il a été bien distribué à une population d'emprunteurs qui est dans le secteur agricole? En fait, là, grâce à la technologie, j'ai vraiment la traçabilité end-to-end, wallet-to-wallet, en passant par tous les wallets intermédiaires. Je suis capable de remonter toute cette piste d'audit. Et le troisième point, c'est que grâce à cette technologie, également, on souhaite que l'institution de microfinance ait plus de transparence envers ses emprunteurs, ses clients, et qu'elle puisse sécuriser des pratiques issues de l'économie informelle. Et ces pratiques-là, généralement, c'est les services financiers participatifs, comme les tontines au sens des cercles de prêt entre particuliers. Et nous, on a digitalisé les tontines et on s'est appuyé sur la blockchain pour justement automatiser ces cercles de prêt entre particuliers et rendre ça transparent pour les utilisateurs finaux qui vont pouvoir faire des tontines entre eux grâce à l'application mobile de l'institution de microfinance et arrêter de faire ça avec du cash et justement avec tous les risques de fraude et de mauvaise gestion que ça peut entraîner. Donc voilà, nous un usage, c'est l'aventure produit pour laquelle on a opté chez Cadelis avec cette solution qui s'appelle Paylis. Et on est vraiment sur un cas d'usage d'utilisation de la blockchain, mais il n'y a pas que la blockchain, il y a la technologie mobile, il y a d'autres technologies digitales dedans, mais un ensemble de technologies avec la blockchain au service de la digitalisation de la microfinance. OK. Mais l'utilité de la blockchain ici, c'est déjà la transparence, la traçabilité. Et quel est le troisième point? Alors, il y a la transparence, il y a la traçabilité, il y a la capacité digitale de gérer finalement une crypto-monnaie, donc une sorte de monnaie électronique dans un réseau. Et ça, c'est une capacité native de la blockchain. Grâce à la tokenisation, ce principe natif, on n'a pas besoin d'implémenter un système qui soit complexe. Là, on a un système natif qui permet de gérer de manière sécurisée une monnaie électronique dans un réseau, avec toute la traçabilité qui va avec. Donc, effectivement, traçabilité, transparence, on a la capacité digitale de la crypto-monnaie,
du stablecoin, du coup, là, en l'occurrence, une baisse des coûts de transaction, bien évidemment, et la possibilité d'offrir des services financiers participatifs. Mais là, on vient construire déjà des services financiers par-dessus. C'est intéressant, mais je suppose que vous avez déjà tenté d'approcher certaines institutions dans certains pays d'Afrique. Je pense qu'on a parlé en temps du Mali, je pense. Mais déjà, quelles étaient les difficultés d'adoption de cette solution-là par les acteurs de la microfinance? Alors, il y a clairement une difficulté plus liée à la réglementation. Forcément, dès qu'on veut gérer une monnaie digitale, on est sous l'égide de la réglementation de gestion de la monnaie électronique qui est imposée par les différentes banques centrales. Face à cela, on a deux options. Une, c'est que la digitalisation du paiement et donc la gestion d'une monnaie électronique lorsqu'elle est dans un usage totalement fermé, c'est-à-dire entre l'institution, par exemple, de microfinance et ses agents, et ses propres agents, parce qu'ils vont faire du recouvrement, ils vont récolter des échéances, etc. Si on reste dans un cercle purement fermé, il n'y a pas de réglementation qui s'applique. Donc ça, on a réussi à écarter, on va dire, le problème de cette manière. Lorsque c'est avec les clients finaux, donc là, effectivement, il faut avoir un agrément ou être adossé à une banque partenaire qui possède cet agrément d'établissement émetteur de monnaie électronique. Donc, c'est complexe. Ça peut parfois présenter des barrières. On sait que c'est la tendance d'ouverture et d'innovation. Pour pallier à cela, finalement, on vient, notre plateforme digitale, s'interconnecter avec les opérateurs de mobile money pour que ça reste quand même l'institution qui offre son application mobile à elle. On ne veut pas que les clients ils passent forcément par les applications des opérateurs de mobile money pour pouvoir payer une échéance de crédit. Parce que finalement, ils sont en train de capter cette clientèle à travers leurs applications et elles sont en train de la prendre aux institutions de microfinance. Et nous, on veut que l'institution de microfinance, elle reprenne le pouvoir, qu'elle garde le lien digital avec ses clients. Donc, finalement, on a laissé cette capacité de gestion du wallet de côté et on est venu s'interconnecter à la place avec un autre fournisseur de mobile money et on a créé de l'interopérabilité avec. Ok, super. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème aussi d'information parce que j'ai eu à discuter avec une fintech, une petite fintech du Burkina Faso qui a eu le feu vert de la Banque centrale pour utiliser les cryptos. Est-ce que les microfinances, au finish, peut-être elles n'ont pas la bonne information ou peut-être que la banque n'est pas assez claire, la banque centrale n'est pas assez claire. Et quel est ton avis sur ça? Les banques centrales aujourd'hui, et c'est un peu le cas en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord, surtout, elles sont en train d'évoluer. Elles sont plus dans une position où elles attendent qu'on vienne leur proposer des expérimentations pour qu'elles disent OK, on veut bien vous accompagner. Parce que si elles ne font pas ça, elles savent que ça. Elles ont besoin en fait de suivre et d'accompagner les expérimentations pour, on va dire, se familiariser et mettre en place les bonnes réglementations derrière. Mais elles ne vont pas être dans une approche tant qu'elles n'ont pas, elles, bien suivi et eu leur retour d'expérience. Les banques centrales, elles ne vont pas ouvrir les portes comme ça, ouvrir les vannes. Donc, elles ne communiquent pas beaucoup. Ou elles disent qu'on est en train d'expérimenter. Certaines créent des sandbox pour dire, OK, venez expérimenter, mais avec nous. Comme ça, on peut suivre ce qui se passe. Et ça, c'est les banques centrales les plus évoluées qui ont mis en place ça. Donc, je sais que, par exemple, là, récemment, le Ghana a fait ça. Ils ont créé une sandbox blockchain. C'est pas juste une sandbox de manière générale, c'est vraiment une sandbox blockchain en disant, venez, faites vos expérimentations avec nous. Comme ça, on peut contrôler ce qui se passe. On peut se faire un avis et ensuite, on peut décider de la réglementation qu'on met en place pour généraliser. Donc, effectivement, elles sont un peu méfiantes, ce qui est normal. Elles ont besoin d'observer, de comprendre ce que c'est que cette technologie, que ce qu'on peut en faire, et ensuite de prendre des bonnes décisions pour généraliser. Donc, ça, c'est la bonne approche. Il y a des banques centrales qui ne font rien, qui essayent qui cultivent un peu un flou. Ça, c'est sûr que ce n'est pas une bonne approche. Ok. Pour clore le chapitre Payless, on a parlé de blockchain. Vous utilisez sûrement une blockchain publique et on peut savoir c'est quelle blockchain ou c'est privé?
Non, alors en fait là-dessus, on a laissé le sujet ouvert dans le sens où c'est vraiment la capacité digitale qui est offerte par la technologie qui est importante. OK. On sait que ça évolue beaucoup. On a commencé pour faire nos développements avec une blockchain privée. Oui. Demain, nous, on a commencé le développement il y a un moment, donc il y avait cette problématique de frais de transaction, il y avait quasiment que Ethereum de présent. Oui. Donc, on est resté sur des technologies Ethereum en mode privé pour se dire, ben, en fait, le jour où on veut être en public, en privé ou en hybride, c'est-à-dire que Oui. c'est une blockchain privée qui va venir de temps en temps committer sur une blockchain publique pour garder cette promesse de décentralisation. Oui. Tout est possible, mais c'est des choix finalement qui, d'un point de vue valeur métier, Mhm. pour les clients, ils ne les comprennent pas finalement. C'est pour ça on laisse la porte ouverte, mais finalement, c'est des choix d'experts. Pour une institution qu'on vise, son objectif, c'est de gérer, de digitaliser les paiements dans son écosystème. Ouais, Qu'elle le ouais. fasse dans un modèle, j'ai envie d'être un peu provocateur, dans un modèle totalement décentralisé ou pas, on s'est rendu compte que c'est pas ça leur souci. Nous, ça l'était en étant puristes de la blockchain, d'aller vers la décentralisation maximum, blockchain publique. Eux, de toute façon, ils comprennent pas. Ouais, 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 ouais. Euh, Je vois, je vois. donc, voilà, on y va progressivement, on laisse la porte ouverte. On a fait volontairement le choix d'être sur du Ethereum friendly, sur une blockchain de type Ethereum. Maintenant qu'on soit en public ou en privé, on se donne les possibilités de faire ce qu'on veut à l'avenir. Mhm. OK, OK. OK, bah, on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais bon, on va essayer de poser une question sur Blockchain Fest. Tu Mhm. viens de participer à Blockchain Fest. Je pense que c'est la première édition. J'ai vu, tu as sûrement montré Paylis. Quelle était ton expérience et est-ce que voilà, tes attentes elles sont vraiment complètes? Écoute, c'était le premier événement, effectivement, Blockchain Fest en Afrique du Nord. C'était très intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça a permis d'animer et de regrouper un écosystème de personnes qui sont passionnées ou qui entreprennent Oui, autour de la blockchain. Donc ça, rien que ça, c'est très positif dans le sens où on manque d'événements de ce type dans l'ensemble des pays, en fait. oui, Et la blockchain, c'est avant tout un écosystème oui, et un écosystème virtuel, mais c'est bien d'avoir un écosystème physique aussi oui. pour que les personnes puissent interagir, partager les problématiques qu'ils rencontrent ou les bonnes pratiques ou les bonnes choses sur lesquelles ils peuvent recommander. Donc, sur cet aspect animation et regroupement d'un écosystème, c'était très bien. OK. Après, c'était très orienté, très teinté crypto-monnaie. Oui, Et pas l'axe. Bon, après, c'était sponsorisé organisé même par une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc, forcément, oui, ils avaient la primeur, en tout cas, d'imposer ce thème-là, ce qui est normal. oui. Mais voilà, vivement les prochains événements de ce type qui OK. doivent se généraliser dans l'ensemble des pays Ouais, et qui doivent couvrir blockchain et crypto-monnaie. Parce que la ouais. blockchain, c'est pas que les crypto-monnaies. Ouais, super. Il faut toujours insister là-dessus parce que généralement, les gens, c'est pas C'est facile. ça, exactement. Aujourd'hui, les crypto-monnaies et la finance décentralisée, c'est un bon, il y a un bon, ça a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que ça attire et ça accapare les échanges Ouais, autour de la blockchain et parfois ça pollue un peu parce que on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et ouais, d'autre part, bah, ça a du bon parce que ça fait quand même attirer du monde et ouais. c'est un pas d'entrée dans l'écosystème de la blockchain et ça permet de se pencher et d'essayer de comprendre cette technologie par cette porte d'entrée-là. Donc après, il faut être lucide, toute porte d'entrée vers l'écosystème blockchain est un pas en avant. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu parles d'attirer. Je pose la dernière question en même temps. Comment on accélère l'adoption de la crypto sur le continent africain? De la crypto ou de la blockchain de manière générale? De l'industrie, parce que je suppose que la crypto-monnaie, c'est comme un usage de la blockchain, n'est-ce pas? Donc, bon, je ne sais pas trop comment on peut. Est-ce qu'on doit les mettre ensemble, on doit les séparer? Voilà. Donc, comment tu vois les choses et comment on accélère tout ça? Aujourd'hui, il y a pour moi, c'est à deux niveaux.
et les deux niveaux sont complémentaires. Il y a un niveau plus national au niveau de chaque pays. Bon, ça peut être régional, c'est pareil, hein, mais c'est plus pour dire c'est au niveau pays. Et Oui. un autre qui est au niveau plutôt privé, c'est-à-dire entrepreneur, start-up et entreprise. Au niveau national, il faut qu'il y ait un cadre légal. Et le cadre légal, il est aussi bien sur la partie crypto-monnaie que sur la partie non crypto-monnaie. Je prends un exemple en France avec la loi Pacte, c'est depuis à peu près 3 ans, en 2018. Il y a rien qu'un décret qui disait que en fait, les dispositifs électroniques partagés pour la blockchain ont presque valeur probante ou ont valeur probante pour l'enregistrement des actes de cession d'actions pour les entreprises non cotées en bourse. Ça a permis de booster la création de startups qui offrent ce type de plateforme et qui ont offert des plateformes qui permettent de digitaliser les tables de capitalisation de ces startups et il n'y avait plus besoin de process papier parce que on enregistrait des actes de cession d'actions dans la blockchain. Ça booste. Ça, c'est une décision, un cadre légal qui vient booster des usages et des créations de plateformes derrière. Et bien sûr, les crypto-monnaies, c'est un autre cadre légal, mais c'est un exemple de cadre légal qui doit être mis au niveau des autorités publiques, des pouvoirs publics, pour créer un environnement en fait favorable et pour booster l'utilisation de la blockchain. Ça peut être l'utilisation des crypto-monnaies et des plateformes autour des crypto-monnaies, comme ça peut être l'utilisation de la blockchain en dehors des crypto-monnaies en lui donnant une définition légale et en boostant la création de certaines solutions digitales derrière. Ça, c'est un au niveau des pouvoirs publics, au niveau, on va dire, national ou régional. Deux, c'est d'avoir des stratégies nationales autour de la blockchain. Il y a beaucoup de pays qui commencent à mettre en place ça. Ça, c'est très bien, parce que rien de mieux qu'un gouvernement qui met en place sa stratégie nationale autour de la blockchain pour booster. Donc, il y a le cadre légal, il y a la stratégie nationale. Si le pays ou la région n'a pas mis en place de stratégie, bon, au moins qu'il y ait le cadre légal, laissons les autres définir les propres stratégies et définir les solutions. Mais s'il y a les deux, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment sur l'échelle, au top niveau. Au niveau plus, on va dire, privé, c'est-à-dire des entreprises petites ou grandes, forcément, il y a l'acculturation. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus d'acculturation, donc qu'il y ait des formations, qu'il y ait des sessions de vulgarisation, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des écoles qui enseignent la blockchain aux nouvelles générations qui sortent. Il faut qu'il y ait de l'acculturation pour comprendre la technologie, pour ensuite être éveillé, en tout cas pour que les décideurs dans les entreprises ou que les autres entrepreneurs, peu importe, mais que les décideurs comprennent quel est le potentiel de la technologie pour ensuite la considérer et entreprendre avec, en tout cas lancer des initiatives. Ça va favoriser forcément l'acculturation et la compréhension de la technologie, va favoriser son développement. Voilà, moi globalement, c'est ce que je dirais à deux niveaux, donc vraiment au niveau cadre légal, stratégie nationale, et ensuite il faut de l'acculturation pour comprendre ce qu'on peut en faire, parce qu'il y a des cas d'usage qui ne nécessitent pas de cadre légal, pour lesquels juste de l'acculturation est suffisante, et voilà, tout simplement. Donc, c'est à ce deuxième niveau d'ailleurs que Catalyst peut intervenir pour aider les entreprises à vraiment exploiter la blockchain. En tout cas, on va essayer de mettre vos contacts pour ceux qui auront la chance de suivre cette vidéo. Je pense que, je ne sais pas si la blockchain peut être aussi révolutionnaire que l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Mais on verra bien, mais il faut quand même se préparer, on ne sait jamais. Voilà. Il faut se préparer, exactement. Moi, c'est ce que je dis à la plupart, surtout alors quand j'ai un discours plus orienté vers les entreprises. Je dis même, n'oubliez pas, la blockchain, ça reste déjà, établissez des ponts entre vous, les grandes entreprises et les startups autour de la blockchain. Déjà, ça aide l'écosystème. Il ne faut pas oublier que comme toute technologie innovante, elle permet de communiquer sur le potentiel innovant d'une entreprise. Et rien que ça, c'est bien, parce que ça fait grandir ces startups. Et puis l'entreprise, même s'il n'y a pas un vrai cas d'usage qui en sort derrière, elle va pouvoir communiquer sur son potentiel d'innovation. Et deux, surtout, et un peu plus pragmatique, ça va lui permettre de s'acculturer elle aussi et de découvrir cette technologie, de s'approprier et de préparer une utilisation plus large qui pourra venir peut-être dans quelques années, parce que éduquer
les personnes, les éduquer au sens les former, ça met du temps. Et ce n'est pas le jour où il y a une opportunité où tout va se faire rapidement. Donc, je vous encourage vraiment à solliciter des startups spécialisées dans la blockchain comme Cadelis pour vraiment commencer dès maintenant, en tout cas, à essayer de comprendre la technologie, lancer des expérimentations, ça n'engage à rien, mais de lancer des démarches d'idéation et ensuite d'expérimentation pour commencer à s'approprier cette technologie. Ok, je suppose que vous parlez beaucoup à des grandes entreprises. Est-ce que les petites entreprises peuvent contacter Cadelis? Est-ce que vous n'êtes pas trop, cher? Est-ce que... Non, nous, au contraire, on est une startup et on a l'habitude de travailler avec des startups. Donc, on s'entend bien avec des petites entreprises, même si on s'adapte aux grandes aussi. Mais non, il y en a. C'est une technologie qui se veut, qui a commencé par la démocratisation du paiement. Donc, on a cette logique de réseau et de démocratisation. Il n'y a aucune raison que l'accès à cette technologie qu'il y ait des barrières à ça. Donc, au contraire, non, on est accessible à tous. Et même, j'ai même envie d'être un peu provocateur, l'innovation vient généralement des plus petites entreprises que des grandes. Donc, au contraire, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est plus l'innovation que la grandeur du projet. Ben, merci Tarek, merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vais te laisser peut-être le mot de la fin, peut-être une question que je n'ai pas posée, quelque chose que tu veux dire à l'endroit de ce que tu veux. Voilà, donc je te laisse la parole pour clore cet entretien. Déjà, merci beaucoup pour m'avoir proposé cet entretien. C'était très agréable l'échange, qui est un échange qui a vocation surtout d'essayer de pousser encore plus à la démocratisation de cette technologie. J'espère que ça va donner envie aux gens d'en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas effectivement à me contacter. On prend beaucoup de temps, nous, en tout cas, en dehors même des prestations, à discuter avec des personnes, à essayer de leur expliquer rapidement ce qu'ils peuvent en faire, ce qu'il y a un potentiel, à les aider à challenger leurs premières idées. On fait ça vraiment de bon cœur. C'est une technologie, le mot de la fin, c'est que c'est vraiment une technologie qui doit être comprise, mais bien comprise au départ. Comprendre d'où elle est née et quelles sont ses évolutions pour vraiment être capable de bien se projeter. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est un acquis et on a ce mindset. On sait réfléchir, j'ai envie de dire, réfléchir blockchain. Parfois, c'est des cas d'usage effectivement très innovants de décentralisation, c'est super. Parfois, c'est des cas d'usage qui parfois sont moins innovants, mais qui apportent tout autant de valeur parce qu'on résout des problématiques de réconciliation de données ou de friction entre des personnes sur des processus qui existent déjà. On ne vient pas bouleverser, mais on vient sécuriser. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les cas d'usage. Et c'est pour ça que c'est une technologie passionnante. On veut vraiment se positionner comme partenaire maintenant, partenaire digital clé, en tout cas de ces institutions de microfinance. Apporter la technologie blockchain est une technologie digitale parmi d'autres. On croit en son adoption progressive. Et voilà, c'est vraiment ça. Il faut y aller avec la valeur métier qu'on apporte. Quand ça a du sens, elle est là, la technologie. Quand elle a moins de sens, elle patientera, elle arrivera. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci. On va rester en contact. Et puis, j'espère que les gens vont te contacter après cette vidéo. Et puis on va la partager au maximum. Voilà, donc, merci encore et voilà. Merci à toi. Courage à Cadelis. J'espère que vous serez une grande entreprise dans quelques mois. On espère bien. Merci. On le saura ensemble, parce qu'on va aussi joindre nos efforts. Très bien. Merci beaucoup.